Oui, bonjour, chers candidats. Bonjour et bienvenue sur votre plateforme Takana Academy. Alors, nous vous recevons avec beaucoup de joie, avec beaucoup de confiance. On est à quelques jours du bac, mais nous savons que vous êtes déjà assez bien outillés, vous êtes assez engagés, assez effectivement prêts pour affronter les épreuves du bac. Alors, cette fois-ci également, comme vous le savez, on a prévu de faire une révision générale, ce qu'on appelle une synthèse générale. Synthèse sur la littérature, mais principalement, on insistera sur les fonctions, les genres et les sous-genres, quelque part, effectivement, de la littérature. Parce que disserter également, c'est comprendre les différents genres littéraires. Alors, nous savons qu'il y a des genres majeurs et des genres mineurs. Les genres majeurs, alors, comme vous le savez, sont à l'ordre de trois. Il y a trois genres majeurs. Il s'agit justement donc de la poésie d'abord, ensuite du roman et enfin du théâtre. Mais chaque genre majeur a des sous-genres. Nous allons voir un peu ces différents sous-genres, même si c'est sous forme de questions, pour permettre un peu de répondre efficacement aux différentes questions. Alors, ce qu'il y a lieu de préciser aussi, c'est que, alors, euh, ces genres et ces sous-genres-là nous servent d'illustration. D'illustration par rapport à quoi? Pour illustrer effectivement nos thèses. Mais aussi, c'est pour comprendre d'une certaine manière, alors, surtout en commentaire, les différents textes, alors, sur lesquels vont être interpellés, mais aussi comprendre le mécanisme de conception d'un texte littéraire. C'est vrai. Alors, les auteurs ou les écrivains choisissent différents textes. Et effectivement. Alors, donc, vous êtes nombreux à nous suivre comme toujours et nous sommes heureux de vous servir. Vous servir et parce que tout simplement, c'est notre mission. Vous accompagner pour réussir avec brio. C'est vrai qu'il faut le préciser, Takana en fait, n'encadre pas pour une réussite simple. Nous aimerions effectivement entendre après le bac les témoignages, alors nous parvenir avec des mentions très bien, alors des mentions très bien sur toutes les disciplines, en série scientifique comme en série littéraire. Alors, je dois dire que pour qu'un élève puisse être à l'aise sur les épreuves qui sont données, je dis que il faut dire qu'il y a trois épreuves, il n'y a pas que la dissertation. Il y a la dissertation, mais ici, il y a également le commentaire, mais enfin, également, il y a ce qu'on appelle le résumé suivi de discussion. Le résumé suivi de discussion, donc, la discussion, c'est une dissertation. C'est comme si on était encore sur la dissertation. Ces trois exercices, alors, tous ces trois exercices nécessitent une bonne compréhension de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est-à-dire les genres littéraires. Les genres littéraires, alors, pourquoi il est important pour un candidat à l'examen de comprendre les genres littéraires, surtout les genres majeurs? Nous avons dit qu'il y a trois genres majeurs. Il y a d'abord la poésie. Alors, pourquoi un auteur choisit-il d'utiliser la poésie comme une forme d'expression? Pourquoi il aurait choisi l'expression littéraire à travers la poésie? Pourquoi il aurait choisi également le roman? Mais également, pourquoi il aurait choisi le théâtre? Vous savez, le choix n'est pas fortuit. Et vous avez vu que le bac qu'on a donné au... Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que le bac, le bac technique, donc de série G, on a donné un sujet où, effectivement, il y a les trois genres littéraires sur un même sujet. Ce qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a donné un sujet où il y a les trois genres littéraires.
Et qu'est-ce qui a été fait? Une tentative de comparer, tentative de comparer les différents sujets, genres, les différents genres. Alors, nous allons revenir un peu sur les questions. Junior, Ngaï, nous allons revenir sur les questions. Mais sinon, vous écrivez et on pourra effectivement voir si vous êtes dans la même rubrique et ça nous permettra un peu d'avancer. Nous allons revenir aux questions. Alors, oui, le sujet du bac, alors, technique a proposé effectivement les trois genres littéraires dans une certaine mesure. C'est pourquoi maintenant, cette fois-ci, je me dis, il est important que les élèves sachent un peu quelle est la particularité de chaque genre littéraire. Et pourquoi même le choix est déterminé par un genre. Je suis écrivain, pourquoi délibérément j'ai choisi le roman, d'écrire à partir d'un roman. Pourquoi j'ai choisi d'écrire à partir du théâtre, effectivement. Donc, c'est effectivement un genre utilisé, une forme d'écriture utilisée. Par la poésie, il y a le roman, il y a le théâtre. Alors, pourquoi j'ai choisi d'écrire un peu le théâtre? Alors, parlons de la poésie. Souvent, les gens, les écrivains qui utilisent la poésie, ils ont des visées bien déterminées. Quelqu'un qui choisit de s'exprimer à partir de la poésie, il a principalement trois objectifs. Parce que la poésie est un langage d'abord codé. Si c'est un langage codé, donc celui-là aura choisi effectivement ceux-là qui sont capables de décoder son message. C'est comme si sa cible est limitée. Parce qu'il n'est pas donné à n'importe qui de déchiffrer le message poétique. Si on prend le cas de Paul Eluard qui dit que la terre est bleue comme une orange, il ne s'adresse pas à n'importe qui. Quelqu'un qui comprendrait ce message, alors, aurait quelques aptitudes, quelques compétences. Alors, pourquoi? Parce que nous faisons aptitude à pouvoir décrypter à quoi renvoie le mot, à quoi renvoie le mot orange. Quelqu'un qui parle ainsi aura une cible limitée. Quoi? D'ailleurs, certains disent que la poésie n'est réservée qu'à une élite. Donc, le message poétique est parfois est codé et donc le message est hermétique. Pourquoi l'auteur aurait choisi de s'exprimer ainsi? Parce qu'il a choisi les personnes disposant d'outils nécessaires pour déchiffrer, décoder son message. C'est un choix délibéré. Et là, regardez bien, nous savons que le langage poétique, parlons du langage poétique. Ce qui fait que c'est un langage codé, c'est que parce qu'en fait, le langage poétique est parfois euh, teinté d'images. L'auteur utilise des images. En poésie, on ne dit pas je t'aime. En poésie, on dit alors, ton regard fait prisonnier de mes pensées, alors que ta beauté me foudroie en plein cœur. En poésie, on ne dit pas il est mort. On dit plutôt l'air ne fait pas frissonner ses narines. En poésie, on ne dit pas le coucher du soleil. On dit je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Dire quoi? On utilise des images, parfois même des symboles et des paraboles pour parler. Mais ce choix-là est un choix qui n'est pas fortuit. C'est pourquoi maintenant, les candidats qui ont fait le bac de technique devraient, dans l'approche, montrer quelque part la particularité de ce genre littéraire, la poésie. La poésie, pour qui? On sait que le langage poétique, puisque donc c'est un langage codé, hermétique, donc il est réservé à des personnes bien déterminées, des personnes qui ne sont pas des prophètes, donc des personnes disposant de capacité à pouvoir déchiffrer un langage suggestif, parce que le poète ne parle pas, il suggère. Un langage suggestif, c'est quoi? Poète bi du wax day junju. Le poète ne parle pas, le poète suggère. D'où le terme suggestif. D'ailleurs, vous vous rendez compte de Rimbaud qui disait que
en poésie, nommer un objet, en poésie, nommer un objet, c'est supprimer, c'est supprimer les trois quarts de la jouissance, les trois quarts de la jouissance du poème, de la jouissance du poème. Et là, les trois quarts de la jouissance du poème, on ne nomme pas l'objet. On ne nomme pas l'objet, c'est-à-dire qu'on trouve une image, comme le font les symbolistes, un symbole pour pouvoir effectivement désigner, désigner les choses. De ce point de vue, quelqu'un qui n'est pas initié au coup, qui n'a pas accès aux symboles, aux paraboles que le poète utilise, effectivement, il est limité pour pouvoir déchiffrer le message. Ça, c'est une particularité. Mais aussi la poésie, c'est également la beauté du texte. Le texte poétique est un beau texte. C'est un beau texte. Pourquoi? Parce que c'est un texte qui est décoré. Il y a le décor. Il y a ce qu'on appelle l'orné. C'est l'ornement. Il y a de l'ornement. C'est un décor. Il y a de. C'est orné. C'est orné. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'ingrédients que le poète utilise. D'abord, il utilise le vers. C'est quoi le vers? Le vers, c'est ce qu'on appelle un langage mesuré. Un langage mesuré. Pourquoi mesuré? Parce qu'on peut compter le nombre de syllabes d'un vers. Si c'est 12 syllabes, c'est alexandrin. Si c'est 10 syllabes, c'est décasyllabe. Si c'est effectivement 8 syllabes, c'est octosyllabe. Pour dire quoi? Que le langage, effectivement, poétique, cherche l'organisation, cherche avec la mesure, cherche ce qui est net, ce qui est précis. Cette organisation fait de la poésie un peu un texte qui est séduisant. On reviendra sur le terme séduisant. Mais aussi, la poésie toujours, on va revenir, la poésie toujours, alors, est calquée sous forme de rythme. Pourquoi il est beau? Parce que la poésie est rythmique. Le rythme, c'est quoi? C'est la façon. Maintenant, en poème, on ne lit pas un poème comme on lit un texte prosaïque. Ouais, dans les récitations, on parle des poèmes. Il y a des élèves qui sont très doués en matière de récitation. C'est des élèves qui, parfois, essayent d'incarner le texte. Je dis souvent que ceux-là qui ont l'habitude de réciter Démé Lobo, bien, par exemple, qui récite Afrique, mon Afrique, puisque c'est le texte le plus connu. Qui peut te dire Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales, Afrique chante ma gamelle. Là, ils n'ont pas bien récité. Parce qu'il ignore encore le rythme véritable du poème. Du poème. Le poème, ici, en rythme, parfois, c'est imaginer un gueule, un griot, qui fait des éloges de son maître ou bien de son serviteur, qu'on appelle son guerre. Qu'est-ce qui se passe? Il l'imagine et essaie donc de lui parler de façon élogieuse. Alors, Afrique. Des élèves qui sont très doués en matière de récitation. Afrique. Afrique, mon Afrique. Voyez-vous, on utilise ici un rythme pour parler. On s'appelle Afrique, Afrique, mon Afrique, mais c'est Afrique, Afrique, mon Afrique, Afrique des fiers guerriers dans les savannes ancestrales. Afrique chante ma grammaire au bord de son fleuve lointain. Je ne t'ai jamais connu. Voyez-vous, on suit un rythme dans l'expression. Et que ce rythme-là fait la beauté du texte. Parce que, et là, c'est pourquoi on parle de la dimension musicale de la poésie. La poésie a une valeur musicale. La poésie, disait Léopold Sédar Senghor dans son ouvrage appelé Liberté 1, la poésie est un chant, sinon une musique. Pourquoi? Le rythme est harmonieux. Le rythme renvoie à à l'harmonie, à la musicalité. Donc la poésie est un chant, sinon une musique. Cette dimension est fait une particularité, c'est une particularité importante de la poésie, sinon la musique. Donc, ici, le poète se démarque donc des autres, que le poète est un musicien parfois. Alors, souvenez-vous que les premiers poètes, on les appelait les aïeds. Les poètes, alors, en réalité, à l'époque, on les appelait aïeds. Poète et aïed.
Aïd veut dire tout simplement un poète-chanteur. Les poètes à l'Antiquité, au moins, on les appelait aïd. Un aïd, c'est ce qu'on appelle un poète-chanteur. Poète-chanteur. Pourquoi poète-chanteur? Parce que tout simplement, ils utilisaient des instruments de musique comme la lyre, comme le luth, comme également sitar. Ce sont des instruments à cordes qu'ils utilisaient pour chanter leurs textes. Donc, les poètes étaient des musiciens. Par conséquent, ça, c'est une particularité de la poésie. Et ça fait le charme également de la poésie. D'où également la dimension esthétique qu'il faut voir. Voilà ce qu'on peut dire de la poésie. On aurait pu également parler des rimes, pour parler de la musicalité. On aurait pu également parler des sonorités, comme par exemple les sonorités, vous le savez, c'est quand il y a les allitérations et les assonances. Les allitérations et les assonances. Quand quelqu'un, euh, pour qui sont ces serpents qui sifflent sous nos oreilles. Regardez bien le fait de dire ça également, c'est des allitérations en ce. Mais aussi, quand quelqu'un vous dit, par exemple, si on vous donne l'exemple du site de Corneille, quand Chimène dit à Rodrigue, de quelconque claque mes douleurs, de quelconque claque mes douleurs, regardez le. C'est comme si, effectivement, son cœur qui est partagé par deux sentiments contradictoires est en train de s'exploser. Et maintenant, il le fait exprès. Le poète est un magicien. Le poète est un sculpteur. Souvenez-vous du poète de Théophile Gautier qui dit que le sculpte libre et cisèle tout le temps vers la perfection. Mais il utilise également des sons, des sons assez. Allez, au-delà des allitérations, il y a des assonances. Les assonances également sont utilisées et là, ce sont des sonorités qui rendent un peu le texte beaucoup plus musical. Mais les rimes, les sonorités, le rythme, au-delà de ça, on a vu quand même les images et les paraboles, ou bien quelque part, bon, parlons du rythme pour donner un peu la dimension musicale du truc. Voilà une des particularités d'un poème. Mais c'est vrai que, qu'on dise également une autre particularité, qu'on dise que pour traduire des sentiments, il n'y a pas meilleur que le poème. D'où la dimension lyrique du poème. Le poète qui est, la poésie qui est un moyen suffisant alors, pour transcrire des sentiments. Ils disent que même Alfred de Musset vous dira que le cœur, c'est là qu'est le génie. C'est-à-dire que la poésie émane du cœur, sort du cœur. Pour lui, le cœur est la principale source d'inspiration. La poésie s'éprouve, c'est une question de sensation, de sentiment, plutôt qu'une question d'imagination. Donc, cette dimension également est essentielle et fait la particularité de la poésie. La poésie, effectivement, est particulière parce que tout simplement, dans sa forme, dans sa conception, tout renvoie à la beauté, d'où sa dimension esthétique, mais également, la poésie est un genre qui souvent révèle, fait part, rencontre des sentiments du poète. Pourquoi? Si Alfred de Musset nous dit que pour lui, la bouche garde le silence pour écouter parler le cœur, c'est ce qu'il a dit. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. La bouche garde le silence pour écouter parler. Le cœur signifie donc le cœur, alors, pour écouter parler le cœur. Et là, ça signifie donc que le cœur est la principale source d'inspiration. Alors, Alfred de Musset, il dit la bouche garde le silence pour écouter parler de. Parce qu'il a dit je ne chante ni l'espérance, ni la gloire, hélas, pas même la souffrance. La bouche garde le silence pour écouter parler le cœur. Alfred, Joachim du Bellay dira plus tard, dira avant, bien avant, au 6e siècle, Joachim du Bellay dira je me contenterai de simplement écrire ce que mon cœur seulement m'a fait dire sans chercher ailleurs plus grave argument. Et là, ça remonte donc l'une des particularités c'est que la poésie est attend ce qui est les sentiments. Je marque une pause à ce niveau. Et je vous dis, si à l'examen, on vous donne la littérature d'une manière générale, on vous dit l'écrivain, si effectivement il faudra, ce que vous appelez la littérature en général, s'il y a une thèse sur la beauté de la littérature,
Donc, la fonction esthétique de la littérature. S'il y a une thèse sur la fonction lyrique de la littérature, il n'y a pas meilleur genre que la poésie pour effectivement répondre efficacement à cette question. Ça, je vous le dis. La poésie, la particularité de la poésie, c'est que c'est un genre qui séduit. Mais également, la poésie est le meilleur moyen pour transcrire des sentiments, pour rendre compte des sentiments. Souvent, regardez bien, la plupart des gens qui sont peinés, angoissés, enfin, qui ont traversé des situations malheureuses, ce sont des gens qui, très souvent, sont tentés d'utiliser la poésie pour transcrire leurs sentiments. C'est comme si également, de ce point de vue, il y a une dimension même thérapeutique. Pourquoi la dimension thérapeutique? Parce que tout simplement, en essayant de transcrire mes sentiments, j'essaie de me soulager. Pourquoi? Parce qu'en essayant de me confier à un bout de papier, je fais une confidence à ce papier-là. Je prends un vide de papier, j'ai mes sentiments et je les transcris. C'est comme je lui confie ces sentiments-là. Mais en faisant cette confidence, Mariama m'a dit dans si longue, la confiance, non à la douleur. Donc, en faisant cette confiance, j'essaie de transférer mes peines, mes douleurs, mes émotions négatives, mes émois du cœur, une mélancolie vers un autre centre d'intérêt et ça me soulage. Ça adoucit, ça diminue, ça atténue ma douleur, ma souffrance. Véritablement, la plupart des gens qui ont... Docteur Demé Delobe est un exemple éloquent. Victor Hugo, qui a perdu sa fille Léopoldine, ne trouvait pas mieux que la poésie pour transcrire les sentiments envers cette personne qui lui est chère. Mais aussi, quand on parle de Léopold Sédar Senghor, quand il a perdu Philippe Maguilène Senghor, souvenez-vous de Élégie pour Philippe Maguilène Senghor, où il transcrit ses sentiments. La poésie donc est un meilleur moyen pour transcrire des sentiments, mais également des sentiments amoureux. Nous savons que Tristesse d'Alfred de Musset, alors qui s'adressait à sa bien-aimée en fait, qui l'a trahi, il faut le dire, Georges Sand. Effectivement, mais quand on prend également le lac de Lamartine, qui témoigne donc des moments agréables qu'il a passés avec sa bien-aimée, qui est décédée. Donc, autant de considérations pour montrer qu'il n'y a pas meilleur moyen que la poésie pour transcrire des sentiments. Donc, pour exprimer la beauté, si on parle, si on veut mettre en valeur la dimension artistique de la littérature, si on veut mettre en valeur cette fonction esthétique de la littérature, nous savons que, effectivement, oui, tous les genres peuvent exprimer la beauté, mais le genre littéraire qui exprime le mieux la beauté, l'esthétique, c'est la poésie. Mais aussi, considérer que si, effectivement, la poésie est un moyen pour révéler des sentiments, pour exprimer des émotions du cœur, pour effectivement exalter un moi personnel, effectivement, il n'y a pas meilleur moyen que la poésie pour le faire. Donc là, ça fait la particularité de la poésie. Mais de cette particularité, lyrique, effectivement, vous voyez également une dimension quelque part thérapeutique, parce que donc, je dis, le poète qui est peiné, angoissé et qui traduit ses sentiments, effectivement, pourrait justement se soulager de son mal. Et véritablement, la littérature, la poésie devient un moyen, un véritable exutoire. La poésie est une sorte d'exutoire. Exutoire, un moyen qui te permet un peu de se guérir ou de se soulager d'un mal. Exutoire. Ça, c'est important. Maintenant, revenons sur le roman. On a fini de parler du roman. Alors, particularité du roman. Ce qu'il y a à dire, le roman, c'est tout le contraire de la poésie. Il faut le dire. Si le roman, la poésie est un langage codé, hermétique, fermé, le roman brille par ce qu'on appelle la simplicité. Simplicité. L'accessibilité. Si la poésie est inaccessible, le roman est très accessible. D'ailleurs, le romancier utilisait un langage qu'on appelle un langage vulgaire. Le roman est vulgaire. Un langage vulgaire, ça veut dire qu'il y a
il n'y a pas de respect, il n'y a pas trop d'exigence sur le respect des règles. Mais aussi, et également, le roman, depuis les origines, parce que c'est né de la langue romane, on peut pas se passer de tout ça. Mais voyez, le roman également est un genre, on l'appelle un genre populaire. Populaire sur quoi? Parce que tout le monde a accès. D'ailleurs, si on prend même l'origine du mot roman, qui est né de la langue romane, mais c'était une langue à côté du latin et du grec, une langue qui était très pratique, qui était très facile à parler, qui n'avait pas les exigences techniques ou grammaticales du latin et du grec. Et tout le monde pouvait avoir accès. On appelait œuvre romanesque une œuvre qui est écrite à partir de la langue romane. C'était ça l'origine. Mais tout simplement, ça explique le contraire. Si le roman est codé, si la poésie est codée, le roman est décodé. Si la poésie est réservée à une élite, le roman est réservé à tout le monde, d'où son caractère populaire. Si le roman également, véritablement, sur la poésie, effectivement, ça-t-elle, du moins, c'est une question du cœur, le roman est plutôt une affaire d'esprit. Alors, esprit, contrairement au cœur. Esprit, mais on va parler donc, c'est une œuvre d'imagination. On utilise ce qu'on appelle l'imagination. Mais l'imagination, c'est notre réflexion, notre conscience, notre esprit qui le fait. On imagine avec esprit. Mais on dit que la poésie émane du cœur. Le roman, effectivement, c'est une question d'imagination. D'ailleurs, on dit que le roman est une œuvre d'imagination en prose. Alors, deux choses caractérisent donc quelque part la dimension prosaïque, la prose, contrairement qui est le contraire du vers. Le vers est mesuré, la prose, c'est une phase où il n'y a pas de mesure. Tu fais un roman, chaque phrase a une longueur qui est différente de l'autre. Alors que si c'est un poème, les, les vers ont parfois les mêmes nombres de syllabes, la même longueur. Et là, c'est tout le contraire de ce qu'on appelle un roman. Donc, différence. Si la poésie, si par exemple, alors, le roman s'actère avec donc l'imagination, l'esprit, le roman, la poésie, effectivement, c'est une question de sensation. D'où encore une autre différence. Mais surtout, si la poésie est réservée à une élite, le roman est populaire, donc réservé à tout le monde, contrairement à l'élite choisie par la poésie. Une élite, tout le monde n'a pas accès à la poésie. D'ailleurs, même Jean-Paul Sartre nous dit que c'est une question de divinité de don. Quand on n'est pas poète né, on se fait. Boileau nous dit que soyez plutôt maçon si c'est votre talent. Victor Hugo nous dit que en poésie, Dieu parle à voix basse à son âme, le poète, Dieu parle à voix basse à son âme. Donc, c'est question de divinité. Mais en matière de roman, on est dans la simplicité, dans l'accessibilité. On s'adresse également à tout le monde, que le langage est accessible à tout le monde. Voilà un choix délibéré. Donc, un romancier diffère d'un poète. Ils n'ont pas les mêmes objectifs, ils n'ont pas les mêmes cibles. Puisqu'ils n'ont pas les mêmes cibles, ils ne peuvent pas avoir les mêmes objectifs. Et par conséquent, concevoir un roman, c'est d'abord être orienté vers des objectifs bien déterminés. Vous allez me demander quel est l'objectif principal du romancier. Quel est l'objectif principal du romancier, contrairement au poète? Le romancier, son objectif, c'est d'abord, alors, de distraire. Le roman est né pour distraire, d'où la fonction lyrique du roman. La fonction ludique, je vais dire. La fonction ludique, parce que tout simplement, ludique vient du mot loisir. On lit un roman pour quoi? Pour quoi? Pour, pour se distraire. On lit un roman pour se distraire. Pour comment? Pour, pour effectivement s'amuser. Pour s'amuser. Pour se distraire, pour s'amuser. Pourquoi? Pour se détendre. Pour se détendre. On lit un roman pour se détendre. Le roman est un loisir. Au moins, si tu veux vraiment, si tu es peiné, angoissé, lis un bon roman. Soit il vous évade et vous amène dans un univers qui vous fait rêver, soit il va vous faire découvrir des histoires passionnantes. Histoire
passionnantes qui vont vous plaire. Histoire passionnante. Alors, il y a des histoires très passionnantes qui font rêver, avec des aventures, des histoires d'aventures, avec des aventures véritablement qui font rêver, qui nous amènent dans un rêve. Et en rêvant, on oublie les soucis de ce monde d'ici-bas. On oublie un temps soit peu les contingences de la vie moderne. Voilà la vocation du romancier. Son rôle, ce n'est pas effectivement de vous plaire, de vous séduire, ça. Son rôle, c'est de vous faire rêver, de vous amuser, de vous attendrir, de vous amener dans un univers où tu vas être coupé des problèmes d'ici-bas, du monde sensible. Sinon, il vous amènerait dans un monde effectivement intelligible où vous êtes permis, donc, effectivement, de rêver ou de rêvasser. Ça vous donne, procure un certain plaisir. Voilà la vocation du romancier, principalement. Et de ce point de vue, alors, il faut quand même mettre en valeur donc cette particularité. On ne choisit pas un roman gratuitement. On choisit un roman par rapport à un objectif bien déterminé, par rapport à des visées bien déterminées. Le roman, si nous ne le détend pas, il nous évade. Évasion. L'évasion. Aller où, comme le disait Baudelaire, au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers. Par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des cercles étoilés. Mon esprit, tu te meus avec agilité. Quand tu lis un roman, tu te meus avec agilité. Et comme un bon nageur qui se pend dans l'onde, tu sillonnes gaiement l'immensité profonde, l'immensité imaginaire, l'immensité de l'imagination, l'immensité du monde invisible. Et comme une pure et divine liqueur, le feu clair qui remplit les espaces limpides. Derrière les ennuis et les vastes chagrins qui chargent le poids à l'existence brumeuse. Heureux, celui qui peut, en lisant un roman d'une aile vigoureuse, s'élancer vers les champs lumineux de serein. Celui dont les pensées comme des alouettes, vers le ciel, le matin, quand un livre sort qui plane sur la vie et comprend sans effort le langage des fleurs et des choses miettes. L'évasion est belle. Quand on s'évade, on a besoin parfois de tromper les contingences de la vie moderne, de tromper notre situation malheureuse, de stress, d'angoisse, parfois même de solitude. On lit un roman, le roman nous sort de ces moments douloureux, pathétiques parfois, malheureux, pour nous entrer donc dans un monde qui nous fait rêver. Voilà la vocation du romancier. Et donc, quelque part, si demain, on vous donne au bac un sujet sur la littérature d'une manière générale, et effectivement, on met l'accent sur que la littérature, en tant que moyen qui permet de se distraire, de s'amuser, de s'attendrir, effectivement, il n'y a pas meilleure, effectivement, approche que le roman. Le roman a tout. Regardez bien. Je vais également parler des fonctions des sous-genres du roman. Parmi les sous-genres du roman, il y a le conte. Il y a également l'épopée. Il y a également la nouvelle. Il y a aussi la légende. Et il y a également euh, la légende et le mythe même. Le mythe, ce sont des sous-genres du roman. Et regardez bien le conte. Le conte ne nous fait que faire rêver. On vous donnera des choses, on vous parlera des choses que vous n'avez jamais vues dans la vraie vie. Une marmite qui se cuisine toute seule. Allez dans les contes d'Amadou Koumba, les nouveaux contes. Alors, épopée. Allez dans Épopée ou le Papa dans Sunyato ou le Papa Mandeng. Vous verrez effectivement que Soumoté n'a jamais marché et il décide un jour de marcher avec une barre de fer que soulevait 10 personnes. Et il a décidé, il a réussi. Il commence à marcher. Sa mère avait besoin de quoi? De feuilles de baobab. Il va dans la forêt, il va, au lieu de des feuilles de baobab, il amène le baobab. Comment il a fait pour le déraciner? Ces faits-là sont typiques, ces faits-là sont extraordinaires. Ce sont des faits qui ne peuvent pas exister dans la vraie vie. Donc, l'auteur, dans les contes comme dans les fables, nous évade, nous amène dans un monde merveilleux, un monde fantastique, pour nous faire rêver. Que dire de la nouvelle? Que dire de la légende? Que dire également du mythe? Tout revient à nous distraire, à nous amuser. Voilà quelque part une des particularités du roman, qui diffère brutalement de ce qu'on appelle effectivement la poésie. Si ce n'est la poésie narrative avec les fables, effectivement, la poésie dans le vrai, pas effectivement cette poésie dans cette vocation narrative,
effectivement, fait une description de la nature, fait une description des choses, une transcription des sentiments. Oui, il se limite à ça. Mais le roman nous fait rêver. Avec ses sous-genres, le conte, l'épopée, la nouvelle, la légende, les mythes. Mes chers, terminons avec le théâtre. Le théâtre, chers élèves. Le théâtre, alors, on peut dire que c'est la synthèse entre le roman et la poésie. Hein? Ça va vous surprendre. La synthèse entre le roman, la synthèse entre le roman et la poésie. Alors, il y a la poésie, il y a le roman. Le roman, et je pense que dans le sujet, si quelqu'un avait parlé de la thèse comme poésie, l'antithèse comme roman, il trouverait véritablement dans le théâtre une synthèse. Pourquoi une synthèse entre roman et poésie? Pourquoi une synthèse entre roman et poésie? Une synthèse entre roman et poésie pour deux raisons. Il y a des pièces de théâtre. Si la caractéristique principale du roman, c'est la prose, la caractéristique principale de la poésie, c'est le vers. Il y a des pièces de théâtre, comme le théâtre classique. Théâtre classique, c'est un théâtre, alors, écrit en poésie. Le théâtre classique, c'est en poésie. Souvenez-vous de Phèdre, de Jean Racine. Souvenez-vous de, effectivement, Sidi de Corneille. Tout est écrit en vers. Je vous donne juste un passage du Sud de Corneille, des passages que j'ai eu à maîtriser. Quand Roderick est allé voir Chimène pour lui porter, donc pour lui donner l'épée avec laquelle il a tué le père de Chimène, son futur gendre, Chimène lui a dit, Roderick, il est vrai que quoi que ton ennemi, je ne puis te blâmer d'avoir fui l'infamie. Ouais, voyez les rimes. Et de quelconque éclate mes douleurs. Je ne t'accuse point, je pleure mes malheurs. Je sais l'honneur après un tel outrage. Demander l'ardeur d'un jeune courage. Tu n'as fait le devoir que l'on nomme le bien, mais en le faisant, tu m'as appris le mien. Ta funeste valeur, merci par ta gloire. Elle a vengé ton père sur ta gloire. Même soit elle me revient. Tu t'es en te vengeant, monte dignement. Je me dois par ta mort, monte digne de toi. Des rimes. Regardez bien. C'est un dialogue, effectivement, mais rimé, écrit sous forme de poésie. Donc, vous savez, des théâtres classiques qui sont écrits en poésie. Des pièces de théâtre écrites en poésie, et là, l'exemple, c'est le classicisme. Mais il y a le théâtre africain. Prenons l'exemple du théâtre africain. Le théâtre africain est écrit en prose. Prenez l'exil d'Albury. L'exil d'Albury, de Cheikh Alioune. L'exil d'Albury de Cheikh Alioune, effectivement, Cheikh Alioune. L'exil d'Albury de Cheikh Alioune, alors, est écrit en prose. Alors, il y a des passages comme le passage de Samba et de Albury. Il lui dit, Albury, qui faut-il être? Il lui dit le feu. Pourquoi? Parce que le feu, c'est l'étincelle qui taquine l'enfant dans l'âtre, la chaleur qui revigore nos membres en novembre, la belle flamme qui salue le ciel quand l'aube s'allume. Mais le feu ruine, dévore, c'est un monstre qu'on implore. Albouri, qu'il faut être la pluie, parce qu'elle est belle comme les lames. Donc, c'est le dialogue est comme ça. Il n'y a rien de rimé, il n'y a pas de rythme comme dans la poésie. On est dans la prose. On fait des phrases comme ça. Albouri, qui faut-il être? Il lui dit le feu. Albouri, qui faut il lui dit le vent. Pourquoi? Parce que le vent caresse comme la voix d'une femme, simple comme, verse comme les ruisseaux de printemps. Mais le vent ruine, dévore, il emporte, il est douceur, il est violence. Pour dire quoi? Il n'y a pas comme dans la poésie des rimes. Alors que si vous allez dans le théâtre classique, ouais. Donc, puisque avec le théâtre, on peut utiliser le vers comme on peut utiliser la prose, donc le théâtre serait la synthèse, la symbiose entre les deux genres. Vous verrez donc des pièces de théâtre écrites en vers, des pièces de théâtre écrites en prose. Donc, avec le théâtre, on peut avoir les deux. Donc, d'où la synthèse, première synthèse. Deuxième synthèse, deuxième particularité, c'est qu'en fait, effectivement, le dialogue. Le, le théâtre se dessine, se décline, se partage à travers donc l'usage du dialogue. L'usage du dialogue nous entre dans ce qu'on appelle le style direct.
contrairement au roman qui emploie le style indirect. Dans le roman, les personnages ne prennent pas la parole directement. Ils ont trouvé quelqu'un qu'on appelle narrateur. C'est celui qui porte leur voix. Alors que dans le théâtre, le personnage prend directement la parole. Le personnage prend directement la parole. Et là, quand il prend la parole, effectivement, le personnage, alors, en prenant la parole, il est dans le style direct. C'est lui qui parle. On est dans le style direct. Et par conséquent, le personnage, voilà, révèle ses propres. Il ne trouve pas de prétexte. Il ne trouve pas d'intermédiaire. C'est lui qui prend la parole et qui parle. Donc, l'une des particularités du roman, c'est le dialogue. Mais vous allez me dire, alors, toujours dans la poésie, on a le dialogue. Effectivement, quand vous parlez de la poésie narrative, comme la fable, comme l'exemple de la fable des gens de La Fontaine, vous verrez donc qu'il y a le dialogue. C'est quoi? Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Le maître renard, pas l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Oh, bonjour, monsieur du corbeau. Vous voyez le dialogue. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau, il s'adresse à quelqu'un. Sans mentir, si votre roman se rapporte à votre culture, vous êtes. Non, il y a le dialogue dans la poésie narrative. Mais également, il y a le dialogue dans le roman. Il y a des formes de dialogue qu'on retrouve dans le roman, même si ce n'est pas une règle. Il y a des passages carrément où on peut introduire un dialogue dans le roman. Toujours est-il que, alors, le roman, le dialogue également, puisqu'on le retrouve aussi bien dans le roman que dans la poésie, il y a l'idée de synthèse. Il y a l'idée de synthèse que le théâtre, véritablement, est dans la synthèse. Mais le théâtre se particularise par son lexique, son vocabulaire. Le théâtre se démarque des autres genres par son vocabulaire. Vocabulaire, alors, vocabulaire qui, véritablement, un lexique que l'on ne retrouve que dans le théâtre. Le théâtre, quand on parle effectivement, oui, d'abord de dialogue, c'est vrai, mais quand on parle de monologue, hein, quand on parle d'aparté, aparté, aparté, quand on parle de quiproquo, quiproquo, qui est une astuce, effectivement, mais quand on parle de tirade, quand on parle de didascalie, didascalie, c'est comme si le théâtre a ça, a son propre langage. Quand on parle de scène, quand on parle d'acte, voilà. Autre, bien d'autres. Le vocabulaire est théâtral est très riche. Et très riche. Alors, il y a bien d'autres termes que l'on emploie et que vous ne verrez que dans le théâtre. Vous ne verrez que dans le théâtre. Mais le théâtre, avec son style direct, également, alors, on ne parle de théâtre que quand il y a des spectateurs directement. Non seulement c'est un jeu sur scène, mais il y a les spectateurs qui, qui regardent directement. Et parfois, le personnage peut échanger avec les spectateurs, ou bien un des spectateurs. Voyez-vous? Et quand on le vit, et là, on va lever une équivoque tout à l'heure. Je vais vous donner maintenant la parole. Oui, on a fini. Alors, on va lever l'équivoque tout à l'heure pour vous donner la parole. C'est que, justement, alors, il ne faut pas confondre théâtre et téléfilm. Là, j'insiste. Si vous voulez perdre votre bac, alors, essayez d'illustrer vos, vos propos, vos propos par des exemples tirés des séries ou des téléfilms. Non, ce n'est pas du théâtre. Il n'y a de théâtre qu'avec scène, parfois, scène, excusez-moi, scène ou dialogue, n'est-ce pas? Quand on parle de théâtre, il y a scène, il y a décor, mais également il y a spectateur. Scène, décor et spectateur. Alors, les gens qui suivent.
directement. Là, le théâtre emploie le style direct. Non. Et par conséquent, le théâtre se joue directement. Normalement, le théâtre n'est pas destiné à être lu. C'est le roman qui est lu. La poésie est dite, on dit le poème, ou bien on déclame le poème. Mais le théâtre est représenté. Le théâtre n'est pas destiné à être conçu sous forme d'ouvrage. Le théâtre est représenté. Le roman est lu. Le poème est dit. On dit le poème ou bien on déclame le poème. Donc, d'où encore une nette différence entre les trois genres. Mais sous les sous-genres du théâtre, nous avons la comédie. Ensuite, nous avons la tragédie. Et nous avons la tragicomédie, qui serait peut-être une synthèse. Tragicomédie, comme sous-genre du théâtre. Il y a le drame également, qu'on appelle le drame romantique. Le drame romantique. Là, ce sont les surréalistes, les romantiques qui l'ont créé, comme Victor Hugo, le drame romantique. Alors, il y a également ce qu'on appelle aujourd'hui, au XXe siècle, le théâtre de l'absurde. Le théâtre de l'absurde. Là, et là, ça renvoie un peu à ça, le théâtre de l'absurde. Voici donc, quelque part, les différentes catégories ou les différents types, effectivement, de théâtre qui existent. Et là, ce sont des théâtres, ce sont des gens, des gens qui se particularisent, qui se démarquent des autres formes. Et véritablement, ça renvoie alors à ce qu'on appelle l'une des particularités, des particularités. Donc, oui, voilà, effectivement, mes chers candidats. Voilà ce qu'il faut comprendre sur les genres. Et nous allons revenir un peu davantage sur ça, plus maintenant sur les genres. Il n'y a pas que les genres. Nous allons vous interpeller également sur les courants littéraires que vous connaissez peut-être. Alors, nous allons également vous interroger sur pour notre exercice, sur les fonctions du théâtre, les fonctions de la littérature, du théâtre, du roman ou de la poésie et ainsi de suite pour nous permettre un peu de réviser. Mais voilà un petit rappel que je vais faire au début avant qu'on ne commence véritablement à répondre aux questions pour voir qu'est-ce qui reste encore, qu'est-ce qu'il faut compléter et effectivement, vous êtes vraiment prêts. Si vous êtes prêts, on peut y aller. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, est-ce qu'on peut revenir sur l'explication du roman? Bon, je vais essayer encore pour rappeler les, Alors, la page précédente, on pourra après lever, au lieu du théâtre, vous avez dit thème. Voilà, donc ça, c'était une erreur. J'ai déjà corrigé. Alors, l'eau Moussa, rapidement, avant de répondre aux questions, prendre. Oui, Oui, on a. bonsoir, monsieur. Bonsoir, l'eau Moussa. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, Alhamdulillah. Et toi? Oui, je vais bien, alhamdulillah. Mashallah, Mashallah, Euh, Alhamdulillah. euh, d'accord, vous faites Le moral revenir. est bon? Oui, et bon, Vous gérez le stress? oui, 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 et Oui, bon. le stress. On ne dit pas que je ne suis pas stressé, on dit on le gère. Tout le monde est stressé. Oui, 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 Mais on exactement. essaie tout simplement de le gérer. Donc, la Oui, façon de exactement. gérer, effectivement, il y a Mhm, différentes astuces, quoi. Mais bon, gérer mhm, le mhm. stress et c'est bon. Allez-y, Moussa. Oui, c'est bon, c'est bon. Mais, monsieur, je veux que vous reveniez sur la poésie et le roman, parce que je viens d'arriver, quoi. Ah, d'accord, pour Il y la a quelque chose qui poésie. m'est aperçu, quoi, vraiment. On va y revenir tout de suite. C'est bon? D'accord. Ouais. Oui, c'est bon. Alors, c'est bon. On va donc revenir pour ceux qui ont raté un peu le début sur la poésie et le roman. Maintenant, on va passer aux questions. Peut-être que même ça vous permettrait de revenir ou de répondre. Ça permettrait de répondre à vos interrogations, vos questions. On va aller vite, rapidement sur les questions. Abdallah Ndiaye, Abdallah, allez-y. Abdallah, votre question. Bonjour, Bonjour, Abdallah. ça va, moi je suis un peu en retard quoi. Je voulais Ah, que vous êtes un peu en retard. Vous avez arrêté le début. oui, je voulais que vous reveniez. Je Oui, reviendrai sur ça. oui, oui. Alors, Donc, on va peut-être faire une petite récapitulation. On va oui. essayer de récapituler un peu avant d'aller aux exercices. Euh, on va aller dès le début et vous allez lire comprendre notre processus dès le début et ça permettrait un peu aux uns et aux autres de suivre rapidement. Donc, on a dit effectivement que à l'examen, il y a trois exercices. Il y a la dissertation, il y a le commentaire, il y a le résumé suivi discussion. Là, il faut faire un choix judicieux
et qui serait lié effectivement à vos compétences, à vos aptitudes par rapport à un exercice. Il n'est pas normal de choisir d'office un exercice alors que vous n'êtes pas encore face aux épreuves. Vous ne savez pas ce qui est, vous ne pouvez pas savoir ce qui pourrait être donné en dissertation, ce qui pourra être donné en commentaire ou en résumé. Donc, lisez tous les exercices, après faites un choix judiciaire. Ça, on a insisté. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous sommes revenus sur les genres littéraires. Mais on est parti donc du sujet du bac technique où on vous a demandé de comparer les trois genres littéraires, la poésie, le roman et le théâtre. Oui, on a donné ce sujet et nous savons que nous avons essayé d'expliquer quelle est la particularité de chaque genre. Alors, quand nous avons expliqué la particularité d'un genre, on a commencé par la poésie. On a dit que la poésie se particularise par son caractère hermétique ou codé. La poésie est codée. Le langage poétique n'est pas destiné à n'importe qui. Donc, la cible du poète est limitée. Le poète a une cible limitée. Voilà. Quand on a donné l'exemple, la terre est bleue comme une orange, il n'est pas donné à n'importe qui. Si vous n'êtes pas initié, si on ne vous donne pas des outils d'analyse, vous n'êtes pas à pouvoir effectivement décortiquer ce message. La terre est bleue comme une orange. Au lieu de dire que la terre est une planète remplie d'eau, ou bien composée essentiellement d'eau, parce que 79%, 71% de la terre est composée d'eau. Il y a la partie maintenant 28% qui est composée du sous-sol et effectivement l'autre qui est composée des minéraux, des fers, etc. Voilà donc pour dire que la Terre est une planète qui est composée essentiellement d'eau et qui a une forme arrondie. Il dit que la Terre est bleue comme une orange. Donc le poète utilise un langage, comme on dit, imagé, un langage symbolique, un langage parabolique. Le poète ne nomme pas l'objet. Nommer un objet, c'est supprimer les trois quarts de jouissance du poème. Donc le poète utilise un langage suggestif. Il suggère, il ne nomme pas l'objet. En poésie, on ne dit pas je t'aime. En poésie, on dit euh, ta, ton regard fait prisonnier de mes pensées alors que ta beauté me fout droit en plein cœur. Quand vous le dites à une personne, alors elle sait déjà que oui, vous portez en tout cas un regard admiratif à son égard et que vous l'aimez. Justement, en poésie, on ne dit pas il est mort, on dit que l'air ne fait pas frissonner ses narines. Quand quelqu'un, dans le dormo du Val, l'auteur nous dit, parlant du soldat, il a deux trous noirs, deux trous sur les côtes, etc. Mais il dit que l'air ne fait pas frissonner ses narines pour dire qu'il est mort. Alors, en poésie, on ne dit pas le coucher du soleil, en poésie, on dit, alors, je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Pour dire que le langage poétique est un langage quelque part qui est suggestif, qui est calqué sur des images, des symboles et des paraboles. Alors, donc, mais aussi une autre particularité, c'est que le texte poétique est un beau texte. Pourquoi c'est un beau texte? Parce qu'il y a tellement de décors, il y a de l'ornement, donc les vers sont mesurés, donc la poésie s'active sur le rythme qui a une dimension musicale. Donc, quand on lit un poème, c'est comme si on chantait. D'ailleurs, Senghor l'a dit dans Liberté 1, Léopold Sédar Senghor, il a dit que la poésie est un chant, sinon une musique. Alors, dans l'Antiquité également, les poètes étaient appelés des aètes. C'est quoi un aète? Un aète, c'est un poète chanteur. Un aète, c'est ce qu'on appelle un poète chanteur. Pourquoi? Parce que les poètes utilisaient des instruments de musique comme que la lyre, le luth ou sitar. Effectivement. Les vers également sont rimés. Il y a les rimes, il y a les sonorités, il y a également le rythme toujours. Vous dites que l'une des particularités de la poésie, c'est d'abord, alors la forme de la poésie est particulière. Pourquoi? Parce que c'est dans la poésie qu'on utilise autant d'ingrédients, autant d'astuces et la visée, l'objectif, c'est quoi? C'est de séduire. L'autre aspect, particularité de la poésie, on utilise la poésie également pour révéler des sentiments. La poésie est un moyen efficace pour traduire des sentiments. Ces sentiments-là, ça peut être des sentiments de joie. Tu as, comme le photographe qui trouve un moment heureux, il va immortaliser avec sa caméra. Le poète également, quand il vit des moments effectivement très agréables, il aimerait immortaliser cela à travers un écrit et souvent, parfois, par moment, revenir pour se souvenir de cela. Ça également, c'est un élément important de la poésie. La poésie également, alors, comme le disait Alfred de Musset, en poésie, la bouche gratte le silence pour écouter parler le cœur. Cela signifie, selon effectivement Alfred de Musset, que le poète, justement, alors,
trouve comme source d'inspiration son cœur. Donc, c'est une question de sentiment plus qu'une question d'imagination. Donc, les deux particularités de la poésie, c'est d'abord, la poésie est belle, la poésie également est un moyen de révéler des sentiments. En tout cas, ces deux dimensions-là caractérisent à bien des égards la poésie. Mais si on revient sur le roman, bon, je parlerai donc du roman. Et si on regarde le roman, c'est tout le contraire. Si la poésie est hermétique, fermée, collée, le roman est simple, accessible et vulgaire. Le roman également est populaire et réservé pour tout le monde. Véritablement, le discours poétique est réservé à une élite, des personnes bien déterminées qui ont les dispositions intellectuelles pour déchiffrer les messages. Le roman est réservé à tout le monde. Donc, c'est un genre populaire. Si la poésie également, comme on le dit, c'est une vérité du cœur, là, le roman est une vérité de l'esprit. Pourquoi? Parce que le roman, c'est dans l'imagination. On dit que le roman est une œuvre imaginaire en prose. Donc, tout est question d'esprit, d'imagination, plutôt qu'une question de cœur. Alors, disons que l'une des autres particularités du roman, c'est le roman est écrit en vers, alors que la poésie est écrite, le roman est écrit en prose, alors que la poésie est écrite, la poésie est écrite en vers, le roman est écrit en prose. Donc, une grande différence. La prose et le vers diffèrent du simple fait que la prose, il n'y a pas de mesure, alors que le vers est mesuré. Quand tu lis un poème, les vers ont le même nombre de syllabes, parfois la même longueur. Également, quand tu lis un roman, non, les phrases n'ont pas les mêmes longueurs, non, ni également les mêmes nombres de syllabes. Donc, on appelle ça prose. Prose, un langage non mesuré vers langage mesuré. Autre chose, comme je l'ai dit, la poésie, le roman est une œuvre d'imagination. Ça émane de l'esprit de notre imaginaire, alors que la poésie émane de notre cœur, donc différence. Alors, le roman est populaire, donc est réservé à tout le monde. La poésie est réservée à une élite, donc différence. L'objectif du roman maintenant, contrairement à la poésie de par sa beauté, essaie de séduire. Le poète est un séducteur, est un charmeur. Alors que le romancier, effectivement, lui, il cherche à distraire. Sa mission est de distraire, d'où la fonction lyrique. Ludique. Ludique qui vient du mot loisir. Le roman nous permet de distraire, nous permet de s'amuser, de se distraire et de se détendre. Pourquoi? Par des histoires passionnantes, des histoires, des aventures qui nous font rêver. Avec le roman, on rêve. Avec le roman, on essaie effectivement de trouver d'autres situations. En lisant un roman, on est plongé dans un autre monde, d'où le caractère d'évasion. L'évasion, c'est ce qui permet donc de changer de cadre, de changer de situation. Souvent, les gens peinés, angoissés, qui sont stressés, ou bien qui vivent dans la solitude, trouveraient dans le roman le meilleur moyen un peu de s'échapper du réel et effectivement de se plonger dans un univers qui fait rêver. En témoignent les différents sous-genres du roman, le conte, l'épopée, la nouvelle, la légende, le mythe, tout renvoie à ce qu'on appelle l'évasion, qui nous font rêver et nous amènent dans un autre monde pour nous distraire. Au-delà de ça, nous avons le théâtre. Le théâtre, maintenant, on peut considérer que c'est la synthèse entre le roman et la poésie. Pourquoi? Parce qu'il y a des théâtres écrits sous forme de prose, il y a des théâtres écrits sous forme de vers. Les théâtres écrits sous forme de vers, c'est le théâtre classique. Si vous allez au XVIIe siècle, les Molières, les Boileau, les Racine, les Corneille, tous écrits à partir donc de la poésie. Ils ont utilisé la poésie. Alors, on en voit pour exemple Phèdre de Jean Racine et le Cid de Corneille. Mais aussi, si on considère le théâtre africain, on a donné l'exemple de l'exil Balouis. Le théâtre africain est un théâtre, effectivement, qui est conçu sous forme de prose. Ce sont des phrases que l'on dit, on a donné l'exemple de l'exil d'Albury, ce sont des phrases. L'autre particularité également du théâtre, c'est le dialogue. Le théâtre est un langage dialogué. Alors, se forme donc, les personnages utilisent ce qu'on appelle un style direct. Ils ne prêtent pas leur voix, ils ne prêtent pas leur parole. Ils vont prendre la parole directement, d'où le style direct. Le personnage donc prend la parole directement au public. Contrairement au roman où on a un style indirect. Les personnages du romancier prêtent leur voix à un narrateur qui raconte donc le fait. L'autre aspect du théâtre, c'est quoi? Le jargon ou bien le lexique théâtral. Il y a le mot dialogue, on le voit dans le théâtre, le mot monologue, le mot aparté, le mot quiproquo, le mot tirade, le mot didascalie, le mot scène, le mot euh, et bien d'autres mots, on ne les retrouve que dans le théâtre. Donc le théâtre se particulier par rapport à son lexique, son vocabulaire.
Alors, donc, c'est ça qu'on a expliqué un peu pour insister sur le style direct et que dire que le théâtre également, il n'y a de théâtre qu'avec le public. Le théâtre a un rapport direct avec le public. Le véritable théâtre, ne confondez pas téléfilm et théâtre, série et théâtre. Le théâtre se joue sur scène avec un décor et des spectateurs qui suivent. C'est ça qu'on appelle le théâtre. Le théâtre n'est pas destiné à être lu. Le théâtre est destiné à être représenté, joué en direct devant un public, qui parfois même peut interagir avec les acteurs qu'on appelle les personnages. Autre chose, le théâtre également a trois sous-genres, la comédie, la tragédie et la tragicomédie. Alors, il y a aussi d'autres sous-genres qu'on appelle le drame romantique, qui est inventé par les romantiques, et ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Et là, c'est Albert Camus qui est effectivement l'un des maîtres de ce qu'on appelle le théâtre de l'absurde. Voilà donc quelque part ce qui fait la différence entre les trois genres qu'on a voulu expliquer en détail pour montrer leurs différences et leurs points de convergence. L'autre aspect, c'est quoi? C'est qu'en fait, chaque genre a des objectifs bien déterminés. Et je dis souvent, quand vous voulez véritablement, quand on vous donne au bac la littérature du bien général et que vous voulez illustrer la fonction esthétique, prenez la poésie. La fonction lyrique, prenez la poésie. Si vous voulez expliquer la fonction du moins, ludique, prenez le roman. Si vous voulez effectivement expliquer la fonction également, parfois ludique, parce que le théâtre également distrait. L'une des missions également du théâtre, c'est de distraire, mais également, c'est d'éduquer. Le théâtre vise à distraire et à éduquer. Les deux missions également, ces deux fonctions-là sont des fonctions essentiellement également du théâtre. Donc, la fonction ludique, le roman le partage avec le théâtre. Et par conséquent, surtout la fonction ludique, c'est avec le sous-genre de la comédie. La comédie. Dans la comédie qu'on retrouve véritablement la fonction ludique du théâtre et véritablement là également, et c'est une fonction qui est partagée avec le roman. Donc, l'objectif, c'était de voir, vous montrer la particularité de chaque sous-genre, de chaque genre majeur et de leur sous-genre, mais aussi la mission, les fonctions, le rôle de chaque genre majeur et les points de convergence et les points de divergence entre les différents. Voilà donc quelque part un résumé, si je peux me permettre, donc de ce que nous avons dit pour ceux qui sont venus en retard. Alors, Fatima Cham, rapidement, on va maintenant passer aux exercices. Fatima Cham, vous avez levé la main. Bonjour, monsieur. Bonjour, Fatima. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdoulilah. Et toi? En fait, je voulais vous demander, si on Ah, rencontre dans un sujet qui, oui. qui porte comme la littérature générale, Wow. pour les arguments, pour la première partie, on va Oui. faire le théâtre, argument un, deuxième argument, la poésie, le roman, et on va partir sur l'autre argument, grand argument 2. Alors, j'ai compris votre question. Maintenant, il faut considérer deux choses. Fatima, tout dépend de la consigne. Parfois, la consigne peut vous demander de comparer les trois genres, de montrer, quand on demande de comparer, il faut montrer les points de convergence et les points de divergence. Là où ils se retrouvent et là où ils sont différents. N'est-ce pas? Maintenant, la consigne également pourrait vous demander de montrer le rôle principal joué par chaque genre majeur. Il faut insister pour que quand on veut parler de la fonction esthétique, oui, la poésie, véritablement, bon, a toutes les caractéristiques pour symboliser cette fonction. Quand c'est la fonction ludique, le roman, avec les histoires passionnantes, les aventures, vise à nous distraire. Autant de choses. Si c'est la fonction également ludique, donc montrer la particularité de chaque sous-genre. Donc, tout dépend de la consigne. Il faut dire que vous avez la chance parce qu'on vous a donné des consignes améliorées. Les consignes améliorées, effectivement, vont vous permettre, d'une certaine manière, de voir quelle est l'approche à suivre. Mais d'office, on ne peut pas répondre à une question où, véritablement, on ne sent pas pour le moment. Alors, on ne voit pas pour le moment quelle est l'évaluation, sur quoi on va vous évaluer. Moi, j'ai expliqué dans le global, mais on peut donner des consignes qui pourraient effectivement vous orienter vers des précisions, des clarifications, des réponses précises. D'où maintenant une invitation que je voulais faire à tout le monde. Oui, il y a la dissertation. La dissertation est composée de deux étapes. Il y a ce qu'on appelle l'énoncé, c'est le sujet. L'énoncé. Un sujet de dissertation, tout ça c'est le sujet. Un sujet de dissertation est composé de deux étapes. Il y a l'énoncé, il y a la consigne.
Lisez l'énoncé, mais considérez la consigne. La consigne est l'élément la plus importante. Tu peux même lire un sujet et ne pas le comprendre. Mais si vous allez dans la consigne pourra vous édifier. Parce que la consigne vous dira ce qu'il faut faire. Et il faut aller directement vers ça. Donc, c'est ça que j'ai voulu dire. Mais d'office, on ne peut pas dire que c'est tel aspect ou tel aspect. C'est bon? Oui. D'accord. Ousmane Amadou Sow. Bonjour. Bonjour, Ousmane. Comment vous allez? Ça va bien, machallah, alhamdulillah. J'aimerais ajouter quelque chose, hein. Allez-y. Ouais, pour la poésie. La poésie, oui. Oui, ce que j'ai compris, Oui. la poésie, c'est pour la fonction lyrique. La fonction lyrique, oui. Lyrique, oui. Mhm, Le roman, mhm, oui. la fonction réaliste. Réaliste, oui. Oui. Le Oui. théâtre, Ouais. la fonction ludique. Ludique, Ludique, oui. 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 Maintenant, Je suis. Allez-y. pour la poésie, on peut aussi Mhm, parler de l'esthétique, de la fonction engagée, oui. de l'évasion même des fois. Alors, et l'évasion. Parfois même l'évasion, oui. Oui, oui. Alors, Le théâtre, oui. le théâtre, il a trois fonctions. Mhm, La fonction ludique, oui. la fonction engagée et la Oui. fonction didactique. Didactique, OK. Mais ce que j'ai pas compris, Oui. c'est la fonction cathartique, ce que les autres disent. Alors, cathartique. Alors, d'abord, ça fait partie des particularités. La fonction cathartique est propre au théâtre. Mhm. C'est la purification de l'âme, la purification des mœurs. Ça consiste à représenter des scènes qui peuvent réveiller de vives sensations chez le spectateur pour l'amener à se concentrer sur l'essentiel. C'est comme s'il dit que l'homme ne se concentre que dans la contemplation. Ousmane, Oui, oui, je sais oui. que vous êtes un bon musulman croyant et pratiquant, mais vous pratiquez Non, plus quand vous entendez un décès ou bien quelqu'un, vous voyez un malheur. Là, ça vous pousse à vous concentrer. Ça va, tu vas penser à la mort, tu vas penser à l'au-delà. Ça vous pousse davantage. Les moi, dramaturges faisaient part de ça. Ils mettaient des scènes de théâtre qui réveillaient ce genre de sensations. Sentiment de pitié, sentiment oui. de crainte, de peur. Et parce que l'homme ne se concentre que dans la contrainte. Quand il y a ces situations-là, il se concentre mieux. N'est-ce Mhm. pas? Voilà ce qu'on Oui. appelle la catharsis. Voilà. Mhm. Je vous rejoins effectivement, mais quand vous parlez de la fonction sociale, ou bien par exemple fonction militante ou fonction réaliste, on parle de fonction sociale, alors Mhm. fonction militante ou réaliste, c'est la même chose à peu près. Maintenant, cette fonction-là, tous les genres le partagent. Tous les genres. Si vous allez en poésie, vous Oui. voyez que la poésie, Victor Hugo vous dira même que la poésie n'est pas un ornement, mais c'est un instrument. OK. Si vous allez parler donc de la fonction toujours dans le roman. Mhm. Vous verrez donc que dans le roman, le réalisme et le naturalisme vont vous dire que le roman est un miroir que l'on promet le long des chemins. Donc, c'est pas évoquer les faits de la société. Si vous allez dans le théâtre également, comme vous l'avez vu, donc le théâtre essaie de représenter le quotidien, le quotidien donc des équipes. Donc, c'est un genre effectivement réaliste. Pour dire que Mhm. ces fonctions-là, alors, j'ai parlé des particularités, ce qu'on retrouve le plus dans ça. Ça ne veut pas dire que ce sont uniquement les fonctions que j'ai citées qui sont les fonctions de ces gens-là. J'ai dit, il y a des fonctions qui sont, parce qu'on expliquait quelle est la particularité de chaque genre. Mais si vous allez donc j'ai dit que la fonction ludique, le roman le partage avec le théâtre. Voyez-vous? Mais quand tu parles de la fonction cathartique, on dit que c'est propre au théâtre. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais toutes les fonctions se valent. Même quand tu parles de la fonction évasive, effectivement, quand on parle de la poésie narrative, quand on parle donc le corbeau et le renard, on est dans l'évasion parce qu'on nous amène dans un autre monde. Donc, on comprend effectivement qu'il y a que chaque genre littéraire a ses exigences, n'est-ce pas, a sa particularité, mais que tous les genres littéraires, effectivement, pourraient traduire n'importe quelle mission, rôle, effectivement, de l'écrivain, d'une certaine manière. Mais on a voulu dire
que pourquoi certaines fonctions sont beaucoup plus pertinentes dans certains genres que dans d'autres. Cela ne veut pas dire que les autres également ne sont pas pertinents. C'est bon? Alors, on va passer maintenant aux questions rapidement. Alors, on va passer aux questions rapidement. Alors, première question. Parmi les propositions suivantes, lequel n'est pas un genre littéraire? On a dit le théâtre, la poésie, le roman, la peinture. Rapidement, vous pouvez écrire comme vous pouvez effectivement. Vous pouvez écrire comme vous pouvez répondre. Khadija Diop, oui, c'est, oui. Khadijatou, c'est D. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont répondu D, qui ont écrit D. Effectivement, c'est ça. D, c'est le D là qui est, qui est la bonne réponse. Effectivement, parce que la peinture, c'est une catégorie de l'art, mais ce n'est pas un genre littéraire. Alors, deuxième question. Associe chaque genre littéraire à sa définition. Regardez bien. A, 1, on a théâtre, poésie, roman, argumentation. On a comme genre littéraire qui cherche à convaincre ou persuader. Genre qui cherche à convaincre ou persuader. C'est quoi? Genre écrit pour être joué sur scène. Genre exprimant des émotions par le rythme et les images. Récit long avec des personnages, un cadre et une intrigue. Alors, rapidement, Fatou Sen, Fatou, Fatou Sen, Oui, allez-y, ouais. oui, Le théâtre va avec quoi? le théâtre avec B, genre écrit pour être Avec B. joué tout Le ça. théâtre avec B, d'accord? La Poésie, 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 genre exprimant des émotions par le rythme et les images. C'est alors, avec C, d'accord? Et le le roman? roman, Mhm. genre pour qui, D, écrit long, personnage, cadre, Voilà, donc l'argumentation va l'alimentation, c'est A. avec A. C'est très Merci. bien. Donc, vous avez tout à fait raison. Et là, ça permet donc de donner des définitions. On va avancer un peu. Alors, pour dire exercice 2. Lequel de ces exemples est un sous-genre de l'argumentation? De l'argumentation, on a dit. La fable, le conte, le sonnet, la tirade. Oui? Aminata Ouedraogo. Aminata Ouedraogo. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Aminata, vous nous appelez d'où? Hein? Vous nous appelez d'où? D'où? Oui, Ici? vous êtes dans quelle Sénégal? localité on peut vous situer dans, hein? Vous êtes de Dakar, du Dakar. Sénégal, de Dakar. Oui. Ah, d'accord, d'accord, Ah, ah. d'accord. Vous êtes de Dakar. Pour quel établissement? Groupe scolaire Canada. Du Scolaire Canada, qui se trouve vers Pékin, non? Oui. Voilà, merci. Alors, essayez de... Lequel de ces exemples est un sous-genre de l'argumentation? C'est le D. C'est le D. C'est quoi la tirade? Je sais pas. Ah non, c'est pas le D. C'est pas le D. Uh-huh. Alors, c'était une question piège, hein? Oui. En réalité, il n'existe pas de sous-genre de l'argumentation. Bien, hein? Ensuite, Pas. la fable est un sous-genre de la poésie. Le conte est un sous-genre du roman. Là, on est dans la poésie. Là, on est dans le roman, n'est-ce pas? Là également, le sonnet, c'est la poésie. La tirade, c'est dans le théâtre. Donc, il n'y a pas un sous-genre de l'argument. C'était une question piège. C'est bon? On peut avancer? Alors, classe les œuvres suivantes selon leur genre. Les Misérables, c'est quel genre littéraire? Alors, le Cid, c'est quel genre littéraire? Les Fleurs du Mal, Discours sur la colonisation. Alors, Abdallah Ndiaye. Abdallah. Abdallah Ndiaye. Les Misérables, c'est quel genre littéraire? Abdallah Ndiaye. Ou bien, oui. Mam Diao. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Mam.
Les Misérables, c'est quel genre littéraire? C'est le roman. Hmm? Roman. Roman, oui. Ensuite, Le site, c'est le théâtre. le Cid, c'est le théâtre. Le Cid, qui est l'auteur du Cid? Corneille. Hein? Corneille, effectivement. Qui est l'auteur de Les Misérables? Victor Hugo. Victor Hugo. Merci, c'est très bien. Alors, on continue. Les fleurs du mal. Les Fleurs du La Mal, c'est poésie. quoi? La poésie. La poésie. Qui a écrit Les Fleurs du Mal? Charles Baudelaire. Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, Les Fleurs du Mal. Oui, Charles Baudelaire, il appartient à quel courant littéraire? Symbolisme. Symbolisme. Alors, Les Fleurs du Mal. Alors, discours sur la colonisation. C'est le roman. Uh-huh. C'est un roman. Qui est l'auteur? Mhm. On vous écoute? Un autre? Hein, vous ne savez pas? Non. Alors, c'est Aimé Césaire qui l'a écrit. Donc, Aimé Césaire, c'est qui? C'est quoi? C'est un poète. Hein? Hein? Poète. C'est quoi? C'est un poète. C'est un poète, normalement. Aimé Césaire, c'est un auteur de la négritude. Vous le connaissez? Hmm? Oui. Aimé Césaire est un auteur de la négritude. Vous suivez? Oui, vous êtes parti. Ah, d'accord. OK. Alors, là, c'est un essai qui est un sous-genre du conte, du roman. Un essai qui est un sous-genre du roman. Parce qu'il fait une analyse quand même sur la colonisation, où il explique un peu les... hein. Donc, Aimé Césaire, ici, fait... Donc, alors, pour dire que vous devez connaître les genres et les sous-genres également. Parmi les sous-genres du roman, on a le conte, on a l'épopée, on a la nouvelle, on a la légende, on a le mythe, on a également essai. Il y a même parfois, les gens mettent donc mémoire dans les sous-genres. Tout ça sont des sous-genres du roman. Mais ces deux-là, ils ont un caractère plus ou moins scientifique. Scientifique parce qu'en fait, c'est des analyses qu'ils font qui sont avec des preuves, avec des références. Alors, on va maintenant continuer pour voir. Alors, troisième exercice. Quelle est la fonction de la littérature quand elle dénonce les injustices? Est-ce que c'est la fonction esthétique, la fonction argumentative, la fonction critique et sociale ou la fonction poétique? Mamadou Gueye. Alors, Ousmane Amadou Sow. Oui, Ousmane Amadou Sow, si vous pouvez effectivement. Waaw, Mamadou Gueye. Mais Ousmane Amadou Sow, on va revenir un peu sur ça. La fonction de la littérature quand elle dénonce les injustices, Oui, c'est le C. et le C, qui est la fonction critique et sociale. Je suis d'accord? Mais j'aimerais bien que Ousmane Amadou Sow se lève parce qu'il dit que je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur. J'aimerais bien donc recueillir son avis sur quoi il n'est pas d'accord et qu'on puisse maintenant peut-être. Allez, Ousmane Amadou Sow, si vous pouvez vous désigner, on va effectivement continuer. Alors, montez un peu. On va essayer de voir. La sixième question, c'est quand un poème cherche à faire rêver ou à émouvoir, on parle de quoi? Fonction morale, fonction argumentative, fonction esthétique ou fonction documentaire? Quand un poème cherche à faire rêver. Alors, Mamadou, Et c'est fonction documentaire. fonction documentaire. C'est quoi la fonction documentaire, Amadou? Mamadou? J'ai un peu oublié. En réalité, on Euh, a fait. Vous savez, quand on parle les deux fonctions, la fonction argumentative, ce sont des fonctions qui ne sont pas, effectivement. Quand un poème cherche à faire rêver, on parle de fonction évasive. Alors, Évasif, oui. évasive. Ça, quand quelque chose fait rêver, on est dans l'évasion, on est dans un autre monde. Donc, il ne faut pas se laisser type en les termes. Il faut quand même, c'est Oui. pour vous, c'est réellement
Si la réponse n'y est pas, est-ce que vous êtes capable également de le sortir? Effectivement, il faudra le faire. Ou bien il y a Aminata Ouedraogo. Aminata, vous avez levé la main. Allez-y, Aminata. Oui, monsieur, je pensais que c'était la fonction morale. La fonction morale. Évader, la fonction morale, c'est en fait quand on donne des leçons de morale. Ok. Mais ici, on a dit faire rêver ou émouvoir. Soit on parle émouvoir, c'est peut-être la fonction ludique, ou bien faire rêver, toujours ce qui vous fait rêver. Tu n'es pas dans le monde. Quand tu rêves, tu n'es pas dans la réalité. Tu es dans un monde intelligible. Et par conséquent, c'est la fonction un peu évasive. On le voit dans la poésie narrative comme dans la fable. C'est bon? Oui, oui. Alors, on va essayer de voir. Quatrième question. Quatrième question. Cite deux sous-genres du roman. Là, c'est facile peut-être. Qui va y aller? Aminata, tu es là? Deux Oui, sous-genres du roman. Oui, allez-y. deux sous-genres du roman. Il Oui. y a, il y a le fable, Fable, sous-genre du roman. Le fable, c'est sous forme de poème. Hein? Roman, j'ai parlé de roman. roman, conte, le Hmm. conte, Le conte, voilà. Là, c'est un sous-genre. Ensuite, la nouvelle. la nouvelle. Très bien. Le conte ou la nouvelle. Alors, c'est bon. Quelle est la différence entre la fonction identitaire et la fonction esthétique? Tu peux répondre à cette question-là. Fonction identitaire et fonction esthétique. Fonction Aïssatou, Aïda Ndiaye, oui, les deux que vous avez cités sont bons. Épopée et mythe, c'est bon. Euh, Abdallah Ndiaye, la différence entre fonction identitaire et fonction esthétique. Abdallah, Oui, monsieur. oui. La différence entre fonction identitaire et fonction esthétique. Mhm. Mais je pense que les deux sont les mêmes. Ou bien. Mhm. Identitaire, c'est la fonction. C'est quoi la fonction identitaire? Identitaire, identité. Il va de l'identité. La fonction esthétique, c'est quoi, mon cher, c'est quoi? C'est qui renvoie? Alors, fonction identitaire, fonction, alors, esthétique, ça renvoie à la, voilà, c'est bien, Fatou Sen. Alors, donc, fonction identitaire, identité, votre carte d'identité, c'est vous, ça vous détermine. C'est soi, donc si tu es dans le moi, donc c'est la fonction, comme l'a dit, effectivement, il a parlé de fonction autobiographique, mais plutôt c'est la fonction, alors, lyrique. Lyrique, c'est parler de soi. Mais la fonction, quelque chose qui vous en dit, c'est votre propre personne. Mais quand on parle de la fonction maintenant, alors, esthétique, ça renvoie à la beauté, au beau langage. Beau langage, à la beauté, ou ce qu'on appelle le beau langage. Donc, alors, c'est ça. Merci. Donc, quelque part, à ce niveau-là, oui, vous avez bien répondu, effectivement, c'est ça. Alors, à séduire, effectivement, ainsi que la première, oui, l'accent, très bien, très bien, très bien, effectivement, c'est très bien. Vous avez bien répondu, je ne sais pas, oui, je pense que c'est Abidem. La réponse vraiment est d'exprimer l'appartenance d'un groupe, une culture, etc. Donc, c'est soi. En revanche, la fonction esthétique vise à susciter donc une émotion, à séduire la beauté, c'est la forme. C'est très bien expliqué. Pourquoi dit-on que la littérature est un miroir de la société? Là, c'est une question, miroir de la société. Pourquoi la littérature est un miroir de la société? Serigne Fallou Dia, je crois que c'est comme ça. Serigne Fallou Dia. Serigne Fallou, allez-y. Pourquoi Bonsoir, dit-on que monsieur. la... Bonsoir, Serigne Fallou. J'espère que vous allez bien. Oui, alhamdulillah, Mais j'ai mashallah. une question, moi, pas par rapport à ce cours, mais est-ce que la vidéo sera disponible sur la chaîne après? Mais bien sûr, juste après vous pouvez consulter la vidéo sur YouTube. Ok, merci. Je vous en prie. Alors, d'accord. On va, Hadi Diagne. Hadi Oui, Diagne, vous répondez à la question, oui. Miroir de la société. Pourquoi dit-on que la littérature est le miroir de la société? Mhm. Voilà.
Khady Diagne, oui. Vous avez dit quand il reflète la beauté, la réalité quotidienne. Oui, je suis d'accord. Parce que à travers donc les œuvres littéraires, on voit quand même évoquer les choses qui se passent dans la vie de tous les jours. D'accord? Aminata Niass, ou bien oui, Khady, vous avez répondu en écrivant. Donc, on va Oui. passer la parole à Mariem Sow. Mariem, miroir de la société. Là, c'est un thème très... Oui, Mariem, allez-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, Mariem. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Oui, Machallah. on dit que la littérature est un miroir est un miroir de la société parce qu'elle reflète les réalités humaines, sociales, Hmm. euh, Ouais, culturelles les réalités culturelles, et historiques de politiques, son époque. économiques. Voilà, De- merci beaucoup, c'est très bien. C'est oui. très bien, c'est très bien. Donc, miroir, c'est que ça reflète ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Le miroir, c'est ce que vous voyez quand vous... Ouais. Donc, il reflète les réalités, il reflète les réalités, comme elle l'a dit, les réalités socio-culturelles, n'est-ce pas, politiques et économiques, d'une politique et économique, politique, n'est-ce pas? Alors, politique et économique d'une société. Alors, donc, à travers donc déjà un roman ou une œuvre littéraire, on peut voir les réalités d'une nation bien déterminée. Si nous avons un peu connu la littérature, la société française, cette société nous a été révélée par les œuvres de la littérature française. Si vous voulez connaître la société française du 19e siècle, il faut lire Balzac, il faut lire Flaubert, il faut lire également Émile Zola. Donc, ces auteurs-là qui ont traduit en quelque sorte la réalité française du 19e siècle. Si nous savons aujourd'hui comment les Français vivaient au XVIIe siècle, c'est à travers donc, les pièces de Molière. Et on a une idée, donc, quelque part, pour dire effectivement que les œuvres sont le reflet d'une culture, d'une civilisation bien déterminée. Alors, d'où le terme miroir. Donne un exemple d'œuvre littéraire ayant une fonction critique. Un exemple d'œuvre littéraire. On a dit un exemple d'œuvre littéraire. Fonction critique d'une œuvre littéraire qui va, oui, Junior Ndiaye, Junior, Junior Ndiaye, oui, allez-y. Arabo Yanga, ou bien Aminata Niass. Bonsoir. Bonsoir, Aminata. Nous avons Fonction lu, critique, oui. euh, oui, une si Un longue lettre ouvrage, de Yamaba. et sur l'onglet de Moriamba. En quoi cet ouvrage vous aimez beaucoup cet ouvrage? En quoi c'est une critique? Parce qu'il dénonce les maux de la société. Oui, il y a une partie quand même très critique d'une seule langue, Mariamba. Mais si tu peux citer, là c'est un roman. Qui peut citer un recueil de poèmes au niveau de poésie? Un recueil de poèmes qui est très critique. Qui peut citer cela? Tu peux nous donner un exemple de recueil de poèmes? Abi? Abidem? Bon, il a donné l'exemple des Misérables. Toujours nous sommes dans le roman. L'exemple, Les Misérables, effectivement, de Victor Hugo. Oui, là également, Misérable, oui, de Victor Hugo. Alors, c'est une œuvre qui... Mais si on parle de la poésie, qui peut nous donner un exemple de recueil de poèmes? Aminata Niass, Aïcha Bari, Aminata Niass, oui. Aminata. Moussalo a donné cahier de notes un peu d'accord. Abidem, oui, oui, Aïcha Bari, Je peux un dire les ouvrage, châtiments de Victor Hugo. Les Châtiments, très bien. Ça, vraiment, c'est un ouvrage 100% critique. Parce que, Aminata, tu peux nous dire de quoi ça parle? Les châtiments de Victor Hugo. Victor Hugo s'adresse à qui?
Non, c'est Aïcha, c'est pas Aminata. Aïcha Bari, excusez-moi. Aïcha, oui. Là-bas, Victor Hugo critiquait Victor les Hugo? puissances, les puissances coloniales. Oui, oui. Puissance coloniale, Victor Hugo, les châtiments. Non, Aïcha, cet ouvrage-là n'avait qu'un seul, en tout cas qu'une seule cible. C'est lui, allez-y, Mamadou Gaye, uhum. C'est Napoléon. Lui, Napoléon Bonaparte. Bon, si tu dis Napoléon, on ne peut pas, mais lui, Oui, Napoléon Bonaparte. Lui, Napoléon Bonaparte, c'était le roi de la France, n'est-ce pas? Alors, oui, qui avait exercé donc qui avait fait beaucoup de mal, exercé beaucoup de choses à la France. Donc, ça veut dire que Victor Hugo, qui était son allié, effectivement, a pu dénoncer à travers donc les châtiments, parce que c'est lui qui avait exilé, qui avait forcé Hugo à s'exiler à Rome. Hugo, quand il écrivait Demain de l'aube à l'heure blanche, la campagne du partiré, il ne pouvait même pas partir. C'est pourquoi il dit j'irai par la forêt, j'irai par la montagne. C'est pendant cette période qu'il a écrit les châtiments pour dénoncer toutes les malversations politiques, économiques et sociales donc causées par lui, Napoléon Bonaparte, et véritablement, alors, le roi de la France au 19e siècle, et véritablement, il ne l'a pas raté à travers les châtiments. D'ailleurs, il y a un célèbre poème qu'il a intitulé Hugo le Grand contre Napoléon le Petit. Hugo le Grand contre Napoléon le Petit. Hugo le Grand contre Napoléon le Petit. Et là, parce que Napoléon se faisait appeler Napoléon le Grand, mais il a écrit un poème dans les châtiments pour se moquer de celui-ci. Donc, c'est une véritable œuvre critique qu'il faut employer, qu'employer vraiment de la poésie militante, poésie engagée, comme vous avez l'habitude de dire. Et alors, un recueil de poèmes est là, très critique. Mais si vous allez également, bon, quelqu'un l'a dit, dans Cahiers de retour au pays natal, mais surtout dans Black Label de Léon Contant Damas, hein, ou bien Pour le pilon, quand vous allez dans Black Label, là, de Léon Contant Damas, ce sont des ouvrages donc, de la littérature africaine, surtout de la négritude, qui sont des ouvrages très critiques. Léon Gontran Damas, qui critique un peu la colonisation, n'est-ce pas? Donc, voilà donc des recueils qui pourraient effectivement être de véritables œuvres critiques que vous pouvez employer dans la dissertation. Voilà. Donc, voilà une autre œuvre. Par exemple, qui peut nous donner, on a donné ici, qui peut nous donner une œuvre théâtrale, théâtre. Une œuvre théâtrale qui, qui est très critique, avec une fonction très critique. Œuvre théâtrale, théâtre, dans le domaine du théâtre. Mamadou Gaye, Mamadou Gaye, mhm. Khady Diatou Diop, mhm. On a l'œuvre de Molière, L'œuvre de euh, Molière, quelle œuvre? Tartuffe, Tartuffe, qu'est-ce qu'il faisait? Euh, critiquer des religieux qui se croyaient des- il critiquait les faux saints, comme on dit. Tartuffe de Molière. Bon, oui, il y a l'idée donc très critique. Seulement, Khady, on peut également peut-être critique dans le sens satirique. Parce que là, c'est le comportement d'un religieux qui n'était pas un bon religieux. Il portait le menton d'un religieux pour faire, en fait, mais qui n'était pas un saint. Bien, c'était un faux saint. Oui, le mariage de Figaro, oui, le beau marché, très bien. Le mariage de Figaro. Ah oui, j'aimerais bien vous entendre sur le mariage de Figaro. En quoi cette œuvre est critique? Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Là également, c'est un ouvrage très critique. Alors,
C'est un ouvrage très critique. Mais Abi, elle a expliqué, oui, bon, cette pièce dénonce avec audace les injustices sociales de l'ancien régime, notamment les privilèges de la noblesse, d'accord? Les abus de pouvoir, les conditions des domestiques, surtout les conditions des domestiques. Parce que le mariage de Figaro a cette valeur-là. Alors, les conditions des domestiques. À travers donc le personnage de Figaro, un valet rusé est plein d'esprit, bon marché critique. Alors, une société figée sur le mérite, alors, compte moins que la naissance. La pièce, donc, drôle, en apparence, cache donc une profonde critique politique. Effectivement, cette critique politique qui visait effectivement à remettre en cause beaucoup de subjectivité, hein, effectivement, de cette période-là. Alors, mais quand on parle de théâtre engagé, vraiment, il peut me donner, je l'ai dit tout à l'heure, Albert Camus. Camus. Albert Camus a écrit, surtout avec le théâtre de l'absurde, Albert Camus. Qui peut me donner un exemple d'ouvrage d'Albert Camus très critique? Une pièce de théâtre. Je ne parle pas de roman. Le roman, certainement, vous allez parler donc des Misérables. Moi, de l'étranger. Mais je parle d'une pièce de théâtre qui serait de nature très critique. Alors, Fatima Cham, Abidem, Aïcha, oui. Fatima Cham. Oui, oui, monsieur. On prend les justes d'Albert Camus. Monsieur, Oui, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, c'est très bien, les justes. Mais explique-nous de quoi il s'agit donc dans sa pièce de théâtre intitulée Les Justes. Si tu peux nous expliquer. il est très critique envers l'extrémisme idéologique. Très bien. Et lorsque Camus questionne, peut-on tuer un nom Hmm. de la justice? Peut-on tuer au nom de la justice, oui. Et aussi, Il il est s'interroge basé sur ça. sur un fait réel. Et Il est basé sur un fait réel. oui, il est basé sur un fait réel, effectivement. Et cette interrogation-là est très philosophique. Peut-on tuer au nom de la justice? Est-ce que la violence répond à la violence? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a fait du tort? Oui, de quelqu'un t'a fait du tort, tu dois répondre par les mêmes violences. Donc, quelqu'un t'a piqué, tu dois le piquer. Quelqu'un t'a poignardé, tu dois le poignarder. Est-ce que la violence pourrait justifier la violence? Un peu dans cet esprit, dans cette logique. Alors, dans les justes, effectivement, comme tu l'as dit, c'est une véritable œuvre poétique. Il n'y a pas que les justes. Qui peut nous donner également un autre ouvrage de Victor Hugo? Alors, je dois dire effectivement, l'élève véritablement qui, a- qui est à l'aise dans une dissertation, il faut le dire, c'est l'élève qui, quand on lui parle d'une fonction, on lui parle par exemple de la fonction, alors, euh, lyrique. Je donne cet exemple-là. Il est capable de donner des exemples au niveau de la poésie. Il est capable de donner des exemples au niveau du roman, mais également, il est capable de donner des exemples au niveau de ce qu'on appelle le théâtre. Alors, si vous, parce que varier parfois les exemples montrent une certaine maîtrise d'un domaine bien déterminé. C'est très important. Vous laissez chez le correcteur une bonne impression quand, par exemple, vous pouvez lui dire que cette fonction-là, moi, j'ai des arguments en poésie, j'ai des arguments en roman et en théâtre. Ça également, c'est dans le sens d'un peu de varier. Il n'est pas mal d'illustrer toute une fonction par, si on parle de la littérature du manière générale, toute une fonction par un genre littéraire. Il n'y a pas de problème. Mais quand on parle de littérature en général, il serait bien quand on doit illustrer véritablement et montrer qu'on a une bonne culture littéraire, de pouvoir varier un peu les illustrations. Alors, qui peut nous donner des exemples pour la poésie de fonctions lyriques, des exemples d'ouvrages lyriques? Aïcha Bari, quand on parle de lyrisme, en poésie, tu as quoi?
Les contemplations de Victor Hugo. Poésie, lyrique, les contemplations, oui, d'accord. C'est là où il y a Victor Aimé Delobes. Les contemplations, ok. Encore, il n'y a que les contemplations. Tu as un autre ouvrage, un autre recueil de poèmes, Les méditations poétiques de Lamartine. les méditations poétiques de Lamartine, c'est très bien. Hein? Et, et quoi? Là, c'est Victor Hugo. Là, c'est Le Lamartine. lac, Et qui? le lac de Lamartine, le lac. Le lac, c'est un poème des méditations poétiques. N'est-ce D'accord. pas? Le lac. Maintenant, si tu as un autre ouvrage, pourquoi pas un ouvrage d'Alfred de Musset? Oui, oui, qui va compléter Mariam. Un autre ouvrage. Si on a trois ouvrages, au moins pour illustrer la fonction lyrique en poésie, c'est déjà assez bien. Allez-y, Mariam Sow ou Moussalo. Oui. Il y a Mme Dignan John qui parle donc des chants d'ombre. J'aimerais bien l'entendre. Il y a Bonjour, quelqu'un monsieur. qui peut parler d'Alfred. Oui, Moussa, allez-y. Oui, j'avais les mêmes œuvres qu'elle, mais je voulais ajouter Les Amours de Pierre Ronsard. Les amours. Les amours, comment Mhm. ça s'appelle les amours Les Amours de, Pierre de Ronsard. Cassandre? De Cassandre. Ça s'appelle les Oui, oui, amours de Cassandre, Cassandre oui. de Pierre de Oui, Ronsard. oui, Cassandre de Là, Pierre on est Ronsard. au Oui, 16e siècle. Là, on est au 16e siècle. Les oui, contemplations et les méditations poétiques, on est au 19e siècle. Mais là, au les 19e amours de siècle. Oui. Cassandre avec Pierre Ronsard, on est Mhm. au, on est au 16e siècle. Au 16e siècle. 1978, je pense. Voilà. 1500, ben, vers 1500, 16e siècle. Oui, oui, oui. N'est-ce pas? Alors, Oui, oui. Pierre de Ronsard, c'est très bien. On a au moins trois ouvrages. Maintenant, parlons du roman. Bon, on va un peu descendre. Parlons du roman et de voir si on devrait illustrer la fonction lyrique du roman, la fonction lyrique de la littérature. En roman, quel ouvrage on pourrait donner? Un roman qui peut nous aider dans ce sens. Alors, toujours les mêmes, Mam Diao, Fatima Cham, etc., Abdallah Ndiaye, Moussa, allez-y, Moussa Lo. Ah, ah, oui, Hadijatou a donné également comme ouvrage Élégie majeure pour Philippe Bendisson. Oui, pour la poésie. Élégie majeure, c'est bon. Élégie majeure, c'est un poème. Il y a quelqu'un qui a donné pour le roman. Oui, Khadija Ndiaye, tu as raison. Kamara Laye, l'enfant noir de Kamara Laye. D'accord. J'aimerais bien que tu nous expliques en quoi l'enfant noir de Kamara Laye est un roman lyrique. Alors, c'est un exemple. Alors, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust, oui, mais il faudra quand même que vous expliquiez un peu, parce qu'un ouvrage peut avoir oui. Oui, Alfred de Michel, les nuits de mai, d'accord, je suis d'accord pour la fonction lyrique en poésie. Mais on est sur le roman. Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, Mariam Sow, oui. Les confessions de Jean-Jacques Rousseau, oui, on est d'accord. Les confessions, alors, de Jean-Jacques Rousseau, mais j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi les confessions représentent. Mais quand on regarde l'enfant noir et les confessions, pourquoi c'est lyrique, on a presque le même type de. Ok. Abi, ce roman est profondément marqué par l'expression des sentiments personnels. Abi, vous parlez de quel roman? De quel roman? Je ne sais pas. Abi, vous parlez de quel roman? Je ne sais même pas. Oui. Vous avez parlé de Les Confessions ou bien de quel roman? Vous avez juste parlé de romans. Alors, autre candidat, Khadijatou Ndiaye. Khadijatou Ndiaye, allez-y. Khadijatou Ndiaye. Parlez-nous donc de, alors, de romans lyriques
Khadijatou, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. En fait, pour le roman lyrique, j'ai parlé de Kamaralai, l'enfant noir, parce Oui, que pendant la conception de l'œuvre, c'était une période marquée par la colonisation et oui, tous les auteurs s'étaient fixés comme objectif de dénoncer la décolonisation, alors que très bien. l'auteur de ce roman s'est démarqué en parlant de sa vie d'enfance, de sa vie en fait. Oui. Alors, tu as parlé donc de la dernière période la deuxième période de la périodisation du roman africain. Dans la Oui. deuxième période qu'on appelle la période de contestation, tous les auteurs ont dénoncé la colonisation, sauf Kamalai. Bon, Kamalai qui se prononce dans ses souvenirs, qui parle de lui-même, de son enfance et tout. Alors, ce qui fait la dimension lyrique, c'est quand même l'utilisation d'abord du jeu. C'est ce que j'ai voulu expliquer. L'utilisation du jeu. Et que le roman, on l'appelle un roman autobiographique. Autobiographique. Auto. Auto veut dire quoi? Soi-même. Soi-même. Bio. Genre, Auto veut dire ce soi. qu'on Bio veut dire vie. vit, Graphique ok. veut dire quoi? Étude. En réalité, Ok. autobiographique, c'est étude de la vie de soi. On parle, L'enfant noir est un roman autobiographique. Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau est un roman autobiographique. Mais on aurait pu également trouver d'autres romans autobiographiques. Quelqu'un a parlé d'une sur longue lettre. Oui, il y a le jeu. Il y a une dimension carrément lyrique, n'est-ce pas? Mais les mémoires d'outre-tombe, oui, les mémoires d'outre-tombe. Mais c'est plutôt René de Chateaubriand. En prenant l'exemple du roman qu'il appelle René. René, lui, il s'appelle Chateaubriand, René de Chateaubriand. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle René. Donc, c'est un roman également autobiographique, René. Les mémoires d'outre-tombe également, oui, à la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Oui, c'est un exemple. Mais considérez également Julie ou la Nouvelle Héloïse de Jean-Jacques Rousseau. Julie ou la Nouvelle Héloïse, qui est une belle histoire d'amour entre Julie et son professeur. Alors, Jean-Jacques Rousseau. Ça également, c'est un roman véritablement qui marque un peu le lyrisme puisque c'est un roman autobiographique. On a déjà trouvé. Maintenant, allons directement avant la fin, donc, pour le théâtre. On a parlé de poésie. Mais le théâtre, par exemple, lyrique. Le théâtre lyrique. Le lyrisme dans le théâtre. Alors, oui, on y va? Oui. Ah, d'accord, oui. Abi, c'est bon. Ce sera disponible sur le théâtre. Ce sera un peu disponible. On est presque à la fin, mais l'ouvrage, vous pouvez l'avoir un peu juste après, le cours, juste après, vous pouvez l'avoir sur la plateforme d'Akan Academy. Fatima Cham, rapidement, des ouvrages qui vont illustrer le théâtre lyrique. Monsieur Racine, Jean Racine, Phèdre. Jean Racine. Oui. Jean Racine. À quel niveau? Oui. Lorsque Phèdre exprime son amour interdit pour Hippolyte avec passion et souffrance. Oui. Il y a des séquences de belles histoires. En fait, moi, je pense que, oui, on peut prendre l'exemple. Oui, par exemple, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que quand on prend Phèdre de Jean Racine, il y a des dimensions, il y a des séquences carrément lyriques. Bon, c'est vrai que l'amour incestueux a été évoqué, mais ce qui est également déterminant, c'est quoi? Hippolyte par rapport à sa bien-aimée Alice. N'est-ce pas? Mais monsieur, Oui, on peut allez-y. parler de la citation où il dit: Je le vis, je rougis, je pallie Ah, à voilà, sa cette vie. séquence. Ah, d'accord, je Phèdre, comprends maintenant cette acte 1, séquence-là. scène 3. Oui, où une longue, une tirade, un long discours où elle témoigne de son amour. Cette séquence-là, Oui. effectivement, est carrément lyrique. Il y a des éléments, effectivement, liés pour dire que c'est d'une œuvre bien déterminée. Parce qu'on aurait pu voir la dimension un peu, parce que c'est une tragédie, la dimension didactique avec toutes les leçons données à travers cet ouvrage. Parce que tous les personnages qui se laissent dominer par leur passion
par le désir, ce sont des personnages qui ont connu des fins malheureuses. Mais, alors, d'une certaine manière, quand vous regardez bien cela, alors, vous vous rendrez compte qu'il y a de belles séquences également qui peuvent renvoyer au lyrisme. Pourquoi? Ce sont des séquences où l'auteur témoigne de ses sentiments, etc. Comme vous l'avez dit, le texte, c'est un texte effectivement excellemment lyrique. Pourquoi? C'est le texte où Phèdre, en tant que personnage principal, dévoile tout son amour pour son beau-fils. Et même à un certain moment, vous avez pitié, malgré le caractère incestueux de cet amour, vous allez parfois même avoir pitié en elle parce qu'elle a vraiment montré que ses sentiments étaient sincères. Mais j'ai voulu évoquer euh, l'amour impossible entre parfois même un prince et une servante, etc. À l'exemple donc de Alice et d'Hippolyte, etc. Mais donc, pour dire que pour une pièce de théâtre, on peut trouver dans n'importe quelle pièce de théâtre des séquences effectivement très lyriques. Pourquoi? Ce sont des séquences où l'auteur ou le personnage exprime ses sentiments, ou bien effectivement ce sont des histoires d'amour qui existent entre les deux. Quand vous prenez le site de Corneille, la belle, l'histoire, donc la Roderick et Chimène, alors ont vécu une histoire d'amour très idyllique et très lyrique. Donc, Roderick et Chimène. Et effectivement, ces séquences-là nous renvoient vers des séquences lyriques bien déterminées. Donc, il n'est pas forcément à dire qu'une œuvre littéraire est orientée vers une fonction bien déterminée. Quand tu prends un roman, dans le même roman, tu peux trouver, oui, quelqu'un a dit, oui, Roméo et Juliette, une pièce de théâtre vraiment très, très lyrique, où il y a une belle histoire d'amour entre Roméo et Juliette. Également, c'est un exemple éloquent. Mais je voulais dire, on peut, à travers un seul ouvrage, retrouver plusieurs fonctions. Alors, à défaut de trouver l'ouvrage totalement orienté vers une fonction bien déterminée, vous pouvez trouver des séquences, des personnages, des faits qui peuvent être rattachés à des fonctions précises de la littérature. Ça également, vous pouvez le dire. Quelqu'un a dit qu'effectivement, c'est un roman autobiographique. Oui, parce que l'auteur parle de jeu, parle de sa vie, de ses sentiments, la narratrice. Mais à travers cela également, il y a des séquences où l'auteur pointe un doigt accusateur sur les gaspillages dans les cérémonies. Donc, une certaine partie de ce roman est très critique, est une critique sociale. C'est ça qui va vous mettre à l'aise, effectivement, dans vos exercices. Ne prenez pas souvent tout l'ouvrage qui serait effectivement rangé dans une fonction bien déterminée. Les ouvrages pourraient effectivement regrouper beaucoup de fonctions à travers des séquences précises, des faits précis, des orientations, des personnages, effectivement même des paroles qui renvoient à une certaine fonction bien déterminée. Donc, quelque part, tenez compte de cela. Et malheureusement, nous sommes presque à la fin de notre séquence d'aujourd'hui. En tout cas, nous ne cessons de vous encourager et vous dire que, en tout cas, compte tenu de ce que nous avons entendu pour ce cours et pour les autres cours précédents, vous avez déjà assez d'outils, plus ce dont vous avez besoin pour réussir votre épreuve de français à l'examen du bac. Ayez confiance en vous-même. Vraiment, les exercices que nous faisons et les réponses très pertinentes que vous apportez nous montrent que vous êtes bien outillés, plus que outillés, pour affronter n'importe quelle épreuve du n'importe quel sujet. Vous avez les bagages. Soyez en vous-même. Soyez confiants. Oui, on est là pour vous accompagner. Et nous avons évalué à travers des exercices. Nous savons que tous ceux qui ont suivi la plateforme Atakana Academy, les réponses que nous recevons à travers donc, les exercices qu'ils vous ont proposés, ce sont des exercices très difficiles. Oh, vous allez retrouver 10 fois plus faciles. Cela nous rassure davantage que vous avez les compétences, vous avez les niveaux, vous avez les aptitudes nécessaires pour réussir avec panache et brio votre examen. Nous vous encourageons à davantage
Gérez votre stress pour quand même retrouver toute la concentration, toute la présence d'esprit nécessaire pour effectivement affronter les épreuves de l'examen. Alors, en français, autant que les autres matières, tous les collègues sont unanimes que ceux qui sont habitués et abonnés à la plateforme Académie, véritablement sont très bien partis pour nous rapporter d'excellents résultats à l'examen. Nous vous souhaitons les chances suivantes. Nous vous encourageons, nous vous assurons, vous êtes nos soldats, nos vaillants soldats. Nous savons que vous allez nous apporter effectivement des victoires éclatantes, des mentions honorables, des mentions très bien. Et nous sommes confiants et nous vous souhaitons toutes les chances du monde. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans quelquefois peut-être un dernier rendez-vous donc de séquence où on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour vous permettre un peu d'être dans les meilleures conditions du bac. Merci, c'était tout et à très bientôt. Merci.